Alors, on va continuer sur la biologie, donc la découverte de l'ADN historique. Alors, on va commencer un petit peu avec l'histoire pour comprendre comment ça s'est passé, c'est très illuminant. En 1869, il y a un certain Frédéric Miescher, Frédéric Miescher. Lui, qu'est-ce qu'il a pu faire, ce scientifique? Il a pu isoler un élément, un composé du noyau cellulaire, arrive, donc je mettrai ici, arrive à isoler un composé du noyau cellulaire, qu'il va nommer, qu'il appelle, il va l'appeler, ouais, c'est ça, qu'il nomme. Alors, il va le nommer nucléine. Nucléine. Alors, on sait maintenant que c'est l'ADN. On sait maintenant c'est l'ADN. ADN. Mais il ne savait pas, lui, qu'est-ce que c'est que ça? Le nucléine, c'est quoi? Il ne savait pas c'est quoi. Alors, en 1910, alors il y a beaucoup de recherches qui se sont faites, de 1869, beaucoup de recherches qui se sont faites. En 1919, un autre scientifique qui s'appelle, c'est un russe, Phobos Leven. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, en ce temps-là, on savait qu'il y avait que l'ADN ou bien le nucléine était fabriqué, était composé de nucléotides, mais on ne savait pas quelle est la forme de la nucléotide. Qu'est-ce que contient le nucléotide? Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il arrive à trouver la structure des nucléotides, à trouver la structure des nucléotides. Alors, c'est quoi les nucléotides? Ce sont les éléments qui composent l'ADN, parce que l'ADN, c'est un polymère, ok? Donc, il arrive, lui, à trouver, c'est-à-dire nucléotides. Nucléotides. Alors, comment il est arrivé à les trouver? Eh bien, en travaillant sur les bactéries de levure. Donc, il a travaillé sur la levure. C'est-à-dire les cellules de levure. Il a travaillé sur les cellules de levure. Et qu'est-ce qu'il va arriver à trouver? Il va trouver que les nucléotides sont formés en fait de quoi? Ils sont formés d'un phosphate. Il y a un sucre. Il y a une base. C'est ça ce qu'il va trouver. Il y a un sucre. Nous avons déjà parlé du sucre. Ben là, il va trouver le ribose en quelque sorte. C'est un oxygène. Et lui, il y a 5 carbones. Vous vous rappelez? 5 carbones. Donc, j'ai 1 carbone, 2, 3, 4 et 5. Et ici, il va trouver qu'il y a un phosphate. Donc, un phosphate, ici, je mettrai tout simplement un P. Un phosphate, il y a un phosphate. Vous pourriez mettre même. C'est un O. Vous le connaissez déjà. Hein? O, P, O, 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 comme ça. Et puis, tout en bas ici, il y a quoi? Ben, tout ici, il y a une base. Une molécule qu'on appelle une base. Celui-là, c'est le sucre. Celui-là, c'est la base. Et celui-là, c'est le phosphate. Il va trouver qu'il y a 4 types de nucléotides. Ils se diffèrent seulement par la base. Donc, c'est ça le nucléotide. C'est phosphate, sucre, base. Phosphate, sucre, base. Et ici, il va voir la base est attachée à un autre phosphate, qui est attaché à un autre sucre, qui est attaché à une autre base, etc. C'est ça l'ADN. Pour lui, l'ADN, c'est phosphate, sucre, base, phosphate, sucre, base, phosphate, sucre, base. C'est comme ça comment lui, il voit ça. Et c'était comme ça. Donc, c'est ça. Et il a trouvé que les bases, en fait, il y a 4 types de bases. Tous les sucres sont les mêmes, le phosphate est le même, c'est les bases qui diffèrent. 4 bases. Donc, c'est vraiment de très beau travail que monsieur
Phobos a fait. Alors, en 1928, donc ça c'était 1919, 1928. Alors, il y avait un médecin anglais. Lui, il travaillait sur, c'est monsieur Frederick Griffith. Frederick Griffith. Lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait trouver un vaccin pour les pneumonies. Il veut trouver un vaccin. C'est quoi un vaccin? Un vaccin, c'est tout simplement un médicament qui va montrer aux cellules comment se défendre. Alors, qu'est-ce que c'est ça un vaccin? Un vaccin contre les pneumonies. Les pneumonies. Alors, les pneumonies, on sait qu'elles sont causées par une bactérie, causées par la bactérie, on connaît même la bactérie. Ah, c'est quelle bactérie? Eh bien, la bactérie, on l'appelle Streptococcus. Streptococcus. Ça, c'est une bactérie. Et lui, il dit, si je veux arriver à trouver un vaccin, je dois comprendre comment la bactérie Streptococcus fonctionne. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des expériences. Lui, il sait que dans la bactérie Streptococcus, il y a deux types de bactéries. Il y a la bactérie pathogène. Pathogène. Alors, que ça veut dire pathogène? Pathogène, ça veut dire créer une maladie, cause une maladie. Quelque chose de pathogène, ça veut dire quelque chose de grave. Donc, pathogène, ça veut dire il peut causer la mort. Pathogène cause la maladie. C'est ça que ça veut dire pathogène. Cause la maladie. C'est ça pathogène. Donc, il y a une structure pathogène. Et pourquoi celle-là, elle est pathogène? Parce que la bactérie a une capsule. La bactérie, elle est comme ça. Je vais la mettre ici. Et il a une capsule. Je mettrai une capsule noire. Alors, cette capsule-là, en fait, c'est un polysaccharide. C'est un sucre. Mais ce sucre-là la protège contre les cellules de l'anticorps. Par exemple, les globules blanches, quand ils viennent pour attaquer cette bactérie-là, ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'à cause du polysaccharide qui les empêche. Donc, ils ont ce polysaccharide-là, ils ont une capsule, ces bactéries-là. Il y a l'autre qui ne. Alors, ces capsules-là, parce ils ont une capsule, leur surface est lisse. Donc, je mettrai ici. C'est pour cela qu'elle est appelée L. Surface, ils ont une surface lisse. Surface lisse. Et ces bactéries, il va les appeler L. Et les autres bactéries, qui est aussi le frère, mais elle, comment elle a? Il n'a pas de non pathogène. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de capsule. Pas de capsule. Ça veut dire les cellules, les globules blanches arrivent à la combattre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de capsule, donc il arrive à la tuer. Et elle a une surface rugueuse. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de capsule. Ça veut dire rugueuse, surface rugueuse. C'est pour ça qu'elle va l'appeler bactérie R. Donc nous avons deux bactéries. Une bactérie L qui est pathogène, qui peut tuer. Bactérie R qui est rugueuse. Il faut comprendre comment le fonctionnement de cette bactérie-là. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des expériences importantes. Il va sur des souris. Malheureusement, il va tuer beaucoup de souris. Et qu'est-ce qu'il va faire? Première expérience. Il va prendre une souris et il va lui injecter la bactérie L. Ça, c'est une souris. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer à la souris? Elle meurt, bien sûr. Et puis, là, dans la même expérience, il va prendre une autre souris. Celle-là, ça va être chanceuse. Il va lui injecter la bactérie R. Alors, la souris va tomber un peu malade pour quelques jours, mais il va survivre. Vivante, survie. Donc là, il a dit, ben voilà, j'ai deux types de bactéries, je viens de le confirmer par ma première expérience, parce que quand je mets le L
la souris meurt. Quand j'ai mis le R, la souris survit. Donc, il y a deux types de souris. Là, il va faire une deuxième expérience. Il va dire maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le L et je vais le tuer. Je vais les tuer par chaleur. Donc, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre L, la rendre inactif, L, inactif, par chaleur. C'est-à-dire la tuer. Chaleur. Tuer L par chaleur. Et qu'est-ce qui va arriver? Il prend une autre souris maintenant, l'autre souris elle est morte. Et il va injecter ce L qui est inactif, le L mort. Alors bien sûr, la souris, qu'est-ce qui va lui arriver? Il survit parce que survit. Pourquoi? Parce que la bactérie qu'il a mis là, même s'il a la capsule, mais il ne peut rien faire, il est déjà mort. Et ici, qu'est-ce qu'il va faire dans la troisième expérience? Il va dire, ah, ça c'est intéressant maintenant, je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Troisième, il a dit, qu'est-ce que ça va se passer si je prends une souris? Et maintenant, qu'est-ce que je vais lui injecter? Je vais lui injecter du R plus le L mort. Et là, à sa surprise, qu'est-ce qu'il va voir? La souris meurt. Souris morte. Et après analyse, pourquoi elle est morte, qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver bactérie L. Trouver la bactérie L vivante. Alors là, il s'est posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je n'ai jamais mis du L vivante. Normalement, j'ai mis R. L, il n'a pas de problème. Le L, il est mort, donc il n'y aura pas de problème. Mais comment ça s'est passé, le L? Là, il n'y avait qu'une seule explication. C'est que le R, là, ils ont pris les cases du mort. C'est ça la seule explication. Ça veut dire qu'il y a eu un transfert de connaissances du L qui est mort vers le R qui est vivant. C'est pour cela qu'ils sont devenus des... Donc, il y a eu un transfert. D'accord? Donc, c'est ce qu'il appelait le principe de transformat. Donc, conclusion pour lui, d'après ces expériences-là, il va conclure qu'il y a eu un transfert. Il conclut, donc monsieur, ouais, c'est ça, le Frédéric Griffith, monsieur Griffith va conclure qu'il y a eu transfert de connaissances de L, la bactérie L morte, vers le R vivant. Mais là, il se pose, mais comment ce transfert s'y fait-il? Comment le R savait, et comment le R a-t-il su comment prendre? Ok, donc il y a eu un gros problème. Donc, lui, il a dit il y a un transfert de connaissances génétiques. En quelque sorte, maintenant, on dira il y a eu un transfert génétique. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Transfert génétique. Non, mais en son époque, lui, il ne connaissait même pas encore qu'il y a un transfert génétique comme on le connaît maintenant. Transfert des gènes génétiques. Mais dans ce temps-là, ils ne savent même pas ça. Mais ils savaient qu'il y a un transfert. Donc, il y avait un problème. Malheureusement, M. Griffith meurt en 1941 à cause d'un bombardement dans son laboratoire. Il travaillait dans son laboratoire. Il a été bombardé dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Griffith meurt dans un bombardement. En 1941. En 1941, dans un bombardement de 1941 de la Deuxième Guerre mondiale. De la Deuxième Guerre mondiale. De la Deuxième Guerre mondiale. Alors bien sûr, il y a d'autres qui doivent continuer le travail. Et puis, il y a eu un Canadien d'origine américaine, un certain Monsieur Oswald Avery. Donc, 1944. 1944, Oswald Avery et collègues,
et compagnie, Oswald, Avery et ses collègues, c'est-à-dire pas le seul, hein, collègues, ils vont essayer de résoudre le problème, c'est-à-dire continuer les travaux de M. Breifeld. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Ben, ils disent, en ce temps-là, il y avait deux hypothèses qui étaient, hein, soit que le transfert se fait par protéine, ou il se fait par ADN, okay, par la molécule. Hein. Donc, en ce temps-là, il y avait deux hypothèses qui prenaient c'est-à-dire qui étaient le plus en vogue, transfert par protéine, et c'est celle-là que tout le monde croyait, transfert de connaissances par ADN. Donc, la connaissance d'une cellule à une autre, ou d'une bactérie à comment la bactérie R a appris comment se protéger de la bactérie L morte. Est-ce qu'il y a un transfert par protéine? C'est-à-dire, il y a une protéine, le R ici, bah, il a dit, ah, voilà, il y a quelque chose au monde, donc, il a pris la protéine où il y a la connaissance, et comme ça, il a dit, ah, il suffit que je me fabrique une capsule. Ou bien, en fait, c'était l'ADN, ils ont pris l'ADN de la morte, et puis ils disent, ah, voilà, ils nous ont donné une recette, comment faire une capsule, et comme ça, je vais me protéger, et là, je deviendrai un L. Alors, il y avait les deux hypothèses. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, Oswald et Avery? Eh bien, ils vont utiliser deux enzymes. Donc, utilisent deux enzymes. Alors, déjà, on a parlé des enzymes, c'est quoi? Les enzymes, ça fait pour accélérer les réactions chimiques, d'accord? Alors, première chose, il va utiliser une enzyme protéase. Protéase. Alors, protéase, c'est une enzyme qui, pour les protéines, dégrade les protéines. Dégrade les protéines. Alors là, bien sûr, l'enzyme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accélère la dégradation parce qu'une enzyme ne fait que, c'est-à-dire accélérer les réactions chimiques. Mais quand je mets la protéase, bah, l'ADN, il va se dégrader rapidement parce qu'il y a quelqu'un qui va l'aider à se dégrader. Protéine. Il va utiliser ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont faire l'expérience peut-être de ça, donc dans les souris, et ils vont vérifier en présence de protéase, est-ce que le transfert se fait ou non. Et qu'est-ce qu'ils auront remarqué? Même si vous mettez le protéase pour dégrader les protéines, ben, le transfert se fait. Donc, on va faire ici. Le transfert se fait. Transfert se fait. Même en dégradant les protéines. En dégradant les protéines. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'ai la souris qui est là. Je vais injecter le L mort, plus le R, plus la protéase. Ben, si c'est les protéines qui sont responsables du transfert, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La souris doit survivre. Et c'est ce qui s'est passé. La souris doit survivre. Et ce ne sait pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que la souris est morte quand même. Donc, même quand on a mis la protéase, la souris meurt. Ça veut dire, même en dégradant les protéines du L mort, ben, la souris meurt. Ça veut dire que ce n'est pas les protéines qui ont transformé là. Le R n'a pas pris ses connaissances de la protéine du L. Ben, ils ont dit peut-être on va regarder l'ADN. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va ajouter l'adénase. La deuxième enzyme, c'est ADNase. L'adénase, qu'est-ce qu'elle fait cela? Dégrade l'ADN. Et qu'est-ce qui va se passer? Le transfert cesse. Le transfert ne se fait pas. Si on dégrade l'ADN, c'est-à-dire avec la protéase, avec l'adénase, on dégrade l'ADN. Par exemple, peut-être ils ont pris une souris, comme ça, ils ont ajouté encore une fois le L mort, il y a la connaissance là-dedans, plus le R, ils ont mis c'est-à-dire le R, la bactérie R, plus ils ont mis par exemple l'adénase. Alors l'adénase, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dégrader l'ADN du L. Alors le R, ben, s'il ne trouve pas par exemple qui va lui transférer la connaissance, eh bien la souris va survivre. Et c'est ce qui s'est passé à la souris survit. Elle survit. Ça veut dire, ça veut dire que
le R, la bactérie R, n'a pas pu avoir la connaissance nécessaire pour fabriquer sa capsule, pour résister et puis pour tuer la souris au fond de compte. Donc, on peut déjà conclure que, eh ben c'est ça, c'est concluant, mais il y a beaucoup de scientifiques qui n'étaient pas convaincus. Ils ont dit, oh, ouais, votre expérience est jolie, oui, mais peut-être qu'il y a autre chose que l'ADN et puis les protéines, et peut-être qu'il y a autre chose. Donc, ce qu'on peut conclure, peut-être, ce qu'ils ont conclu, c'est peut-être, il y a un peut-être. Peut-être, conclusion, en ce temps-là, conclusion, peut-être, l'ADN est le moyen de transfert des connaissances. Et connaissances entre cellules. Mais il y a beaucoup qui n'étaient pas convaincus. Alors, dans la vidéo prochaine, on va voir qu'il y a eu une expérience qui va clore le débat et qui va montrer clairement que c'est vraiment l'ADN qui fait ça. Mais déjà, on est là à 60%, on est sûr ici à 60 ou 70% que c'est l'ADN. Ici, par exemple, peut-être à 70%, on peut dire que c'est l'ADN, pas les protéines. Parce qu'en ce temps-là, on croyait plus que c'est les protéines. On croyait, mais l'ADN, à quoi ça sert? C'est une molécule. Plusieurs disaient c'est une molécule monotone, il n'y a rien dans l'ADN. Toute la séquence est pareille, il n'y a que les petites bases qui diffèrent. Quand vous la regardez, c'est presque toutes. Donc plusieurs pensaient que c'est les protéines et non pas l'ADN. Mais il y a eu c'est-à-dire en 1952, il y avait une expérience qui va montrer clairement que c'est l'ADN. Et c'est ce qu'on verra dans la vidéo prochaine. Allez, bye.